C'est ouvert, c'est bien. Si, évidemment, on est attaché à l'histoire, c'est un excellent exemple de l'histoire de la fortification. Écoutez Dardilly, le podcast qui part à la rencontre du territoire d'Ardillois. Bonjour, je m'appelle Jean-François Lièvremont. Je suis le président de l'association Le Fort du Payet, hier, aujourd'hui et demain. Je me suis toujours intéressé à la fortif. J'ai fait partie d'associations qui s'occupaient de fortification, en particulier l'association Vauban. Ici, pour le Fort du Payet, ça s'est fait par hasard. Il y avait un ami qui faisait des visites de fort, donc on visite le Fort du Payet, et puis je vois l'engin, et j'avais déjà vu que c'était un fort particulièrement bien conservé. J'ai rencontré M. Guignot qui m'a dit « Je voudrais bien faire une association ». Je lui ai dit « Oui, d'accord, mais moi je suis que conseiller technique, du style « ça, faut pas le faire, ça, faut le faire ». 20 septembre 2024, Fort du Payet. Il fait un temps magnifique quand je rejoins Jean-François Lièvremont et quelques Dardillois pour une petite balade historique improvisée. Le Fort du Payet, que l'on retrouve sur la commune de Dardilly, est un ensemble de fortifications défensives voulues par le président de la République Adolphe Thiers. Sa construction a lieu entre 1883 et 1886. Elle intervient à la suite de la défaite française dans la guerre face au royaume de Prusse en 1870. Monsieur Lièvremont revient sur le contexte de cette construction. On perd l'Alsace et la Lorraine, enfin l'Alsace moins Belfort et une partie de la Lorraine. Si bien que nos fortifications qui défendaient la frontière n'existent plus. Le gouvernement de l'époque décide de refortifier le territoire. Adolphe Thiers crée le comité de défense, qui est un comité qui est formé de généraux, donc des artilleurs, des gens du génie, pour proposer un système de fortification. Or, le général qui va s'occuper particulièrement de ce système de fortif, c'est le général Séry de Rivière. Et c'est pour ça qu'on parle du système Séry de Rivière. Lyon est un camp tranché, c'est-à-dire une ville dans laquelle il y aurait une ou plusieurs armées destinées à se porter au-devant de l'ennemi. Il y aurait de l'artillerie, des munitions, des vivres, un certain nombre de choses comme ça. Mais à l'époque, les fortifications de Lyon, c'était la première ceinture datant de Rode-Fleury, ne pouvaient plus résister à un bombardement. Donc on décide de faire une couronne de forts. C'était l'époque, parce qu'au Moyen-Âge, on faisait des murs. Vous voyez Carcassonne, vous voyez Aigues-Mortes. Mais ici, ça fait 63 kilomètres. Vous voyez un mur de 63 kilomètres. Donc on dit, on fait des forts qui non seulement vont tirer sur l'ennemi qui va arriver, mais également, comme l'ennemi peut passer entre deux forts, ils vont se couvrir mutuellement. Tous les forts sont occupés, mais il faut bien penser qu'entre les forts, il y avait des troupes. Il y avait les troupes d'intervalle. Ces forts serrés de rivière viennent donc remplacer les fortifications bastionnées. Ils sont enterrés et font pleinement partie du paysage. Alors, vous êtes prêts pour une balade en extérieur le long des fortifications ? Alors, ce que je vous propose, c'est de contourner avant de pénétrer. Très bien. Eh bien, allons-y. On va marcher un peu. On va marcher sur les glacis autour du fort. C'est parti ? Il y a eu plusieurs inventions. Donc il y a l'apparition de la mélinite, mais aussi l'apparition de la poudre sans fumée. Parce que la poudre noire fait beaucoup de fumée. Donc on va pouvoir tirer dans des casemates et dans des tourelles cuirassées. Parce que le problème de la poudre noire, la casemate, c'était invivable. Arrive également le béton armé.
Donc maintenant, on va construire les forts en béton. Petit problème, ça coûte cher, hein. Donc certains forts sont déclassés. Ils ont modernisé tous les forts de frontières. Il était prévu de moderniser le fort du Payet. Il ne faut pas oublier que durant toutes ces années, l'artillerie fait des progrès, devient de plus en plus précise et ça devient intenable pour les forts. Et c'est là que les forts commencent à s'enterrer. Vers 1885, 87, 90, avec les progrès de l'artillerie, est apparu un explosif brisant. La mélinite, ces obus faisaient d'énormes dégâts. Et un fort comme le Payet, terminé en 1886, donc en pleine crise de l'obus-torpille, aurait résisté à peine une demi-journée. L'artillerie dans les forts ne pouvait plus faire face. Les forts devenaient des nids à obus. Donc vous voyez, branle-bas de combat dans l'état-major. Et c'est pour ça qu'on décide de sortir l'artillerie des forts, de la mettre en rase campagne et de préparer des épaulements pour recevoir ces canons. Ces canons étaient faits pour arrêter l'ennemi à 5, 6, 7 kilomètres. Donc ces canons, il fallait les mettre à un endroit précis, sur une hauteur à l'époque. C'est pour ça qu'on fait des murs tout autour. Puis pour un peu compliquer la vie de l'assaillant, on met des fossés, on défend. Même système que le Moyen-Âge. Ouais. La défense ressemble, le fossé, les archères, les meurtrières. Voilà. Donc, et eux, ils arrivent avec quoi? D'abord, ils arrivent avec les mêmes canons, oui. Les mêmes calibres. Ils se mettent à 4-5 km d'ici et ils commencent à bombarder. Ils bombardent. Et ici, on répond. Alors, ça fait un duel d'artillerie. Et puis, en fonction de ça, ils avancent, ils posent les mortiers, ou ils attaquent dit de vive force, c'est-à-dire ils balancent des échelles au-dessus de la contrescarpe. Après avoir observé le fort depuis l'extérieur, je vous embarque maintenant à l'intérieur. Cela nous permettra de comprendre comment la vie s'y déroulait et de s'immerger un peu plus en plein cœur de ce patrimoine d'exception. Mais avant, j'ai demandé à Didier Rondeau, le secrétaire de l'association Fort du Payet hier, aujourd'hui et demain, de me parler un peu plus des actions des bénévoles. Les objectifs de cette association, c'est de faire des recherches historiques sur ce fort, puisqu'il a traversé différentes époques de paix, mais aussi de guerre, pour comprendre davantage ses usages anciens. Également, un des principaux objectifs, c'est de maintenir et d'entretenir le fort. Le but, c'est de restaurer et de remettre en valeur pour retrouver son état d'origine. C'est un volet important de l'association, puisqu'on s'attache à restaurer et à entretenir le fort pour pas qu'il se dégrade. Après, la municipalité, effectivement, nous aide, puisque, comme c'est un bâtiment communal, elle alloue des crédits tous les ans. Un des volets aussi importants de cette association, depuis qu'elle existe, c'est d'organiser des manifestations, trouver des animations pour le faire connaître. Une fois par an, avec la municipalité et les services techniques, nous proposons un programme de travaux. On traite les choses par priorité. Donc, ce programme de travaux sont validés par la commune. Donc, nous, on sait ce que nous avons à faire en priorité dans l'année. Et la municipalité, après, fait appel à des entreprises privées pour faire des gros travaux de serrurerie ou qui demandent des moyens importants qu'on ne pourrait pas faire, nous, en interne, auprès de l'association. Monsieur Rondeau, vous êtes intervenu sur le fort lorsque vous étiez agent communal. Vous avez attendu d'être à la retraite pour vous investir dans l'association. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? Je me suis dit qu'il fallait continuer à entretenir le patrimoine bâti de la commune. On a la chance d'avoir un fort. Mon souhait, c'était de continuer, de poursuivre l'action de la commune pour essayer de faciliter et déterminer effectivement une programmation de travaux en définissant des priorités toujours en accord avec les services de la mairie et des services techniques. On a la chance d'avoir un beau patrimoine architectural. Il faut continuer. Il ne faut pas le laisser à l'abandon. On n'a pas la prétention de tout remettre en état et restaurer ça d'ici quelques années, puisque on a commencé un chantier qui va durer des décennies, pourvu qu'il y ait toujours une association qui veulent bien s'en occuper et que la municipalité nous suive.
Depuis une dizaine d'années, il y a un logement de gardien et qui permet déjà, comme le fort est fermé au public toute la semaine, il peut renseigner effectivement les personnes. Et puis bien sûr, il nous aide à entretenir au quotidien certains locaux qui sont mis à disposition, et les communs, et fleurir l'entrée du fort. Donc ça, c'est important puisqu'on a une présence dans le fort. En 2012, la commune a acheté un petit troupeau de moutons que nous avons lâché sur le toit pour entretenir le toit. Parce que comme vous voyez, les accès sont très difficiles, c'est très pentu. Donc l'homme, avec sa petite machine, peut difficilement accéder dans certaines pentes. Et grâce à l'éco-pâturage, ça participe aussi à l'entretien, à nous débroussailler le plus gros. Donc ça nous aide. Et je crois que la commune de Dardilly, en 2012, a été la première à pratiquer l'éco-pâturage sur les forts. Et puisque mes collègues, à l'époque, m'avaient appelé pour savoir comment ça fonctionnait, le chemin a fait ses petits. Je vous propose donc que nous allions visiter ensemble le fort. Donc là, voilà, vous êtes dans la caserne, 3 niveaux. Premier niveau est à la hauteur des fossés. Premier, deuxième niveau, des locaux techniques. Troisième niveau, des chambrées. À l'époque, comme on devait confectionner ces projectiles, on ne les recevait plus tout faits, il fallait stocker la poudre. Alors la poudre était chargée dans les obus de manière à ce qu'elle éclate, et elle est également mise dans des sacs en toile qu'on appelait des gargousses, de manière à propulser le projectile. Ce magasin à poudre faisait 53 tonnes et des poussières. Alors, je ne sais plus comment on allume, mais si. La poudre, elle n'aime pas l'humidité et les flammes. Les flammes, elle n'aime vraiment pas parce que ça tout fout le camp. Alors, pour l'humidité, le magasin est construit sur un vide sanitaire et avec de chaque côté des galeries d'aération. Au-dessus du vide sanitaire, un plancher qui n'est pas directement sur le vide, mais qui est également aéré par les petits carrés que vous voyez là-bas. Une vie particulièrement dure, entre les corvées, les exercices, les permissions. Ça me fait penser un peu à la vie des convers pendant le Moyen-Âge dans les abbayes. Mais c'était quand même une vie qui était peut-être plus agréable parce que ces soldats, la majorité venaient de milieux paysans et ils étaient assurés d'avoir à manger tous les jours. 3 repas par jour, dont le pain, 1,5 kg, la boule à 2 fait dans le four. Là, ce que vous entendez, c'est le crépitement du four. Il est remis toutes les années en marche par Monsieur Huiton pour les Journées européennes du patrimoine. On se lavait 1 fois par semaine, les pieds, on faisait sa petite lessive. On avait des bagages, mais pas grand-chose. On était habillés, mais quand même. Bon, alors ici la cuisine d'époque, puisque les fourneaux datent de 1885. Alors là étaient confectionnés les repas de la troupe, les repas des officiers étaient confectionnés dans les petits locaux que vous avez vus en venant. Comme quoi valait mieux être officier qu'homme de troupe à l'époque. Bien, donc voilà nos fourneaux. Des François Vaillant, 1886, vous voyez. Alors, François Vaillant, c'était un constructeur pour collectivités, pour les prisons, les casernes. On a essayé de conserver quelques graffitis qui datent de l'époque où ce fort du Payet était un camp de rétention. La cuisine était faite dans cette cuisine et les repas, la troupe les mangeait dans les chambrées. Donc les hommes de service, de corvée, venaient prendre la gamelle et la monter. Cette petite porte, c'est une poterne qui était destinée à aller dans les fossés. On pouvait cultiver un jardin et aller dans les fossés en cas d'attaque. Ça permettait de faire des sorties et d'aller éventuellement détruire ce que l'assaillant faisait dans le fossé. C'est une grille. Et pourquoi une grille? Parce que c'est bien pour l'aération et ça permet de tirer à travers. C'est bien aussi. Alors, là, magasin à charbon, les chambrées étaient chauffées et les fourneaux sont des fourneaux à charbon.
Vous avez l'éclairage de l'époque, un puits de lumière et également d'aération. La lumière du jour se reflète sur le carrelage et ça éclaire les coursives. C'est super bien pensé, hein. Ah ben oui, ça, on peut leur faire confiance. Hein. Donc ici, c'était le magasin à poudre. À l'époque, on devait confectionner ses munitions, un peu comme le chasseur fait ses cartouches. Vous avez un puits, puisque le problème dans les fortifs, l'eau. Donc l'idéal, c'est le cas du fort du Payet, il y avait des citernes, et ceux qui avaient vraiment du pot, ils pouvaient avoir également des puits. Donc là, le fort du Payet a un puits, 60 mètres de profondeur, hein, et une citerne. Citerne qui se trouve ici, là, qui fait toute la coursive, fait 500 mètres cubes. C'est pour le fort, à mon avis, c'est une citerne qui est surdimensionnée, mais vu les troupes d'intervalle qu'il devrait avoir, il devait ravitailler un peu les troupes d'intervalle. Alors ce fort du Payet, j'y ai passé plus d'1h30 en septembre et c'était compliqué pour moi de choisir ce que j'allais vous donner à entendre dans cet épisode. J'espère surtout que vous aurez envie d'y aller et de le visiter par vous-même, de vous perdre dans les couloirs, d'imaginer le lampiste éclairer les pièces ou encore de vous laisser porter par la vie des soldats dans les chambries. Des associations y ont élu domicile, comme celle de tir qu'on appelle Poudre et Flèche ou encore le musée Les Outils d'antan. L'association Le Fort du Payet hier, aujourd'hui et demain me charge de vous dire qu'il cherche d'ailleurs toujours des bénévoles. Je souhaite remercier messieurs Lièvremont et Rondeau pour le temps qu'ils m'ont consacré, mais aussi Marcel, Anne-Marie et Nathalie de m'avoir accompagnée dans cette balade. Anne-Marie a pris une partie des sons qui figurent dans cet épisode. Pour suivre cette série de podcasts, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute et réseau social préféré. Toutes les informations sont en description de ce podcast. Je vous laisse avec une dernière question à Jean-François Lièvremont. Qu'est devenu le fort du Payet au XXe siècle ? Le Payet était camp de rétention de 39 à 42. Fin 42, les Allemands passent en zone libre et prennent évidemment possession du fort et il redevient camp de rétention en 44. Donc au début, ils abritaient des tziganes, des juifs, des proxénètes, puis des communistes, n'oublions pas. Et en 44, c'était toujours les tziganes, mais les collaborateurs et les collaboratrices, puisque c'était là un camp de rétention pour les femmes. Et si on en croit les archives, il y avait à peu près 180 femmes dans ce fort. À très vite dans Écoutez Dardilly, le podcast qui part à la rencontre du territoire dardillois. Le dernier qui sort éteint, comme chez Michelin.